Bon, bonjour tout le monde. Euh, pour pouvoir avancer, donc j'estime que on doit quand même voir les choses d'une manière plus ou moins pratique. C'est pour ça que je consacre ça à faire des exercices, ce qui vous permet de revoir un peu les concepts et de continuer à accumuler les connaissances d'une manière, je dirais, plus sereine. Alors, dans l'exercice 1, c'est une application de l'algorithme RSA. Donc, vous avez le texte devant vous. Donc, dans le texte, on considère la clé publique 35.5. Alors, la première question, ça consiste à vérifier que c'est une clé publique valide pour RSA. Donc, il suffit de revoir le cours d'hier. Donc, automatiquement, vous allez voir que vous avez besoin de vérifier je dirais, condition pour que la clé soit valide. Ensuite, quand cette clé elle est valide, on peut, à partir de la clé publique, calculer la clé privée, puisqu'on avait dit qu'il y avait une relation entre les deux. Donc, vous avez une relation mathématique qui nous permet de déduire la clé privée à partir de la clé publique. Dans le cours, si vous vous rappelez, hier, j'ai dit que dans la cryptographie moderne, on n'utilisait plus l'alphabet et les caractères pour pouvoir coder. Là, à travers l'exercice, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on ne doit pas utiliser ça. Donc, à travers l'exemple, c'est vrai qu'on va utiliser une codification pour les caractères de l'alphabet, et il s'avère par la suite que c'est quelque chose qui est mauvais. Donc ça, c'est un peu la conclusion à laquelle on va y arriver pour dire ce qu'on a dit dans le cours, on va le confirmer à travers cet exercice. Donc aujourd'hui, je dirais, je vous donne la parole et à vous de travailler. Et moi, je vais essayer de diriger un peu les choses. Donc vous avez l'énoncé devant vous. Donc, essayez de prendre déjà la première question et de pouvoir y répondre. Donc, celui qui m'envoie le message en premier, je vais lui donner la parole. Donc, ce qui lui permettra de s'exprimer sur la question. Et au fur et à mesure, on va essayer de faire le TD d'une manière interactive, que tout le monde puisse participer. Et ça nous permettra, je dirais, de résoudre l'exercice ensemble et de ne pas vous plaquer directement la solution parce que il n'y a aucun intérêt à ce que je vous plaque la solution parce que plaquer la solution, ça veut dire que ça ne vous incite pas à réfléchir, ça ne vous incite pas à revoir votre cours et ainsi de suite. Donc là, l'idée toute faite, c'est quoi? C'est que vous puissiez réfléchir. Et bien entendu, si on ne connaît pas le cours, naturellement, on ne pourra pas y répondre. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Donc le but de la pédagogie, c'est de pouvoir diffuser de la connaissance et bien entendu, de retenir cette connaissance pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Et donc on va commencer avec un truc simple. D'autant plus que l'exercice, si vous vous rappelez, au dernier cours, quand je l'avais fait, j'avais présenté déjà la clé publique de la sorte. Avant de sortir en vacances, on avait, donc il est très simple ici, de commencer par la clé, ça veut dire 35 c'est quoi? C'est N, et 5 c'est E. Ce qui voudra dire que vous devez en premier lieu, vérifier que E, c'est une clé valide. Et donc, cette clé valide, il y a une condition qui doit être vérifiée. Alors, d'après vous, laquelle? Quelle est cette condition qui doit être vérifiée par rapport à E? Lucie, donc, qui a donné la première. Donc, je te donne la parole et tu pourras t'exprimer directement. En fait, il suffit de montrer que E est premier avec phi de n. Absolument. Donc ça, c'était le cours, c'est ce qu'on avait dit. Il y avait une relation donc qui existait.
Cette relation, c'est quoi? C'est autre que de dire effectivement, on doit avoir E comme étant premier avec phi de n. Donc, automatiquement, dans ce cas précis, E doit être premier avec phi de n. Donc, la question qui va se poser aussi d'elle-même, phi c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé implicitement de calculer phi de n. OK? Alors, phi de n c'est quoi? C'est P-1 fois Q-1. Absolument. Donc ça, c'est donc phi de n, c'est quoi? Ce n'est autre que le produit de P-1 fois Q-1. Et donc, par transitivité, ça veut dire qu'on était obligé de voir ce que c'est que phi de n. Phi de n, c'est quoi? Ça s'exprime avec P-1 et Q-1. Et P-1, c'est quoi? Et Q-1, c'est quoi? On doit décomposer 35 en un produit de P fois Q. Absolument, effectivement, donc c'est le cas, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs dans le cours l'autre fois. Et donc là, il est très simple de regarder que 35, il est décomposable en deux nombres premiers, 5 et 7. Et donc automatiquement, ça permettra d'avoir les deux composants. Et à partir de là, vous avez la possibilité de réaliser le calcul de phi de n. Et donc, le phi de n, ça va être les valeurs de P-1, ça veut dire c'est 4, et Q-1, ça fait 6. Donc, ce qui vous donne 24. Donc, phi de n est égal à 24. Et donc, ça, on a pu vérifier que E vérifie la condition qu'il est premier avec phi de n. Alors, à votre avis, comment on va vérifier ça? C'est vrai que là, c'est un exemple simple. Mais si vous avez des valeurs qui sont assez élevées, comment vous allez faire pour trouver que E est premier avec phi de n? On peut utiliser l'algorithme d'Euclide étendu pour calculer le PIGCD entre eux. Absolument. Et on avait dit, si vous vous rappelez, on avait dit qu'on peut appliquer l'algorithme d'Euclide étendu. On avait dit que si B2 est égal à 1, ça veut dire que l'inverse existe et se trouve dans B3. Mais si B2 est égal à 0, cela voudra dire qu'il n'y a pas d'inverse. Et donc là, pour pouvoir vérifier formellement que E est premier avec phi de n, il faut appliquer l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, quand vous appliquez l'algorithme d'Euclide étendu, ça vous permettra effectivement de dire à un moment donné que on a E qui est une clé valide et donc elle peut être utilisée comme clé publique. Et naturellement, ce qui permettra le fait qu'il soit premier, ça veut dire que juste après, vous pouvez avoir l'inverse. Et là, l'inverse, pour le calculer, automatiquement, il s'agit d'utiliser l'algorithme d'Euclide étendu. Alors, dans ce cas-là, appliquer l'algorithme d'Euclide étendu pour pouvoir réaliser le calcul. OK. Donc, il suffit de faire l'algorithme pas à pas. Alors, quelle est la valeur qu'on va trouver? OK, c'est la valeur qu'on a déjà calculée d'ailleurs, et c'est la valeur 5. Donc, on doit calculer la valeur, et vous obtenez la valeur 5. Donc là, je reçois plusieurs réponses qui sont correctes, et donc, effectivement, la valeur, c'est 5. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, à la troisième question, là, on va voir ce qu'on avait dit dans le cours, et ça nous permettra de confirmer ici. Donc, dans cette partie-là, on va utiliser l'alphabet classiquement. Sauf que la codification est légèrement un peu différente par rapport
ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, vous avez la codification qui est donnée par le tableau. Donc, chaque caractère, quelle est cette codification qui est utilisée. Et par la suite, on vous donne un chiffret qui est donné plus bas, entre cotes, donc ce qui existe, IA, M, E, U, S, E, etc., jusqu'au bout. On vous demande de décoder ce chiffret. Donc, utiliser ce code, il a été utilisé en utilisant le chiffrement RSA pour pouvoir coder. Et donc, à vous de trouver le message en clair correspondant à ce message qui est donné sur le slide. Pour la troisième question, il y a une de vos camarades qui va trop vite, je dirais. Je pense que c'est Hamadesh. Je te redonne la parole à Hamadesh, donc, étant donné que tu vas plus vite que les autres, pour les, je dirais, les premières lettres. Pour le déchiffrement, on utilise l'expression M qui est égale à la lettre chiffrée puissance D modulo N, qui est 35. Absolument, ouais. Pour la première lettre qui était I, ah. donc 12 puissance 5, modulo 35, on trouve 17, qui est la lettre L. Et dans la foulée, comment tu as fait le calcul de 12 à la puissance 5? 12 à la puissance 5, j'ai pu le faire avec la calculatrice, ouais. Donc c'était plus rapide. Et je dirais, pourquoi je te demande ça, c'est pour appliquer le procédé qu'on a déjà vu dans le cours hier. Donc c'était oui. Pour parler du procédé le calcul d'exponentiation modulaire rapide. C'était dans ce but-là. Parce que c'est vrai que là, les valeurs sont petites, mais si on avait des valeurs qui sont assez grandes, il faut toujours utiliser cet algorithme. Donc il faut avoir le réflexe de l'utiliser, même si on a des petites valeurs, on a toujours le réflexe de le faire. Ça consiste à faire quoi? De décomposer la puissance en base 2, puis faire le produit des nombres puissants. Donc ici, dans ce cas, ça consiste à faire quoi? C'est décomposer 35 en puissance. Non, c'est pas 35. 5, je veux dire. Oui, c'est de décomposer le 5 avec des valeurs de puissance de 2. Et donc 5, on sait qu'il est égal à 4 plus 1. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais calculer la puissance de 2, ensuite la puissance de 4. Et quand j'ai la puissance de 4, je peux multiplier directement par 12. Donc le calcul, c'est 12 à la puissance 4 que je calcule en 2 étapes, fois 12, et donc ce qui me permettra de donner le résultat. Et donc le résultat, ça va être L, 17. 17, qui est L. Donc le même procédé aussi pour A, ce qui est plus simple. Donc le A, c'est un cas particulier. Le calcul, il est implicite. Pourquoi? Parce que le A, c'est 1. Et on sait que la puissance de 1, c'est toujours 1, quel que soit le truc. Donc, c'est très facile à le faire. Donc, vous obtenez le A directement. Pour le troisième, le M. La même procédure, on trouve un P, puis un E, puis un R, avec la même procédure, pour avoir, je pense, le message de la persévérance. Après la suite, il va encore continuer. Ouais, donc c'est la persévérance, effectivement. Je passe automatiquement à la solution. Donc, ça permettra de donner la solution à tout le monde et de pouvoir voir la solution avec les différentes étapes. Donc, voici la solution. Ça, c'est l'exo suivant, mais la solution, la voici. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence par effectivement
n qui est décomposé en deux facteurs premiers, 5 et 7. Donc, on a bien le produit des deux qui est égal à 35. Ça, c'est la génération des clés au niveau de RSA. C'est d'avoir un nombre, un modulo qui n'est autre que je dirais, le produit de deux nombres premiers, ce qui est le cas, 5 et 7. Ensuite, on calcule phi de n, qui est p-1 fois q-1, 6 fois 4, c'est 24. Alors, on sait que 5, qui est E, il est premier avec 24. Donc ça, c'est quelque chose, parce que 24, ça c'est de visu, tu peux le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses quand même qu'on connaît en arithmétique. Mais d'une manière générale, il faut toujours vérifier les choses. Donc ici, c'est très simple. C'est pour ça que je dis 5 est premier avec 24. Pourquoi? Parce que tout simplement, 24 n'est pas divisible par 5. Tout simplement. Et 5, c'est un nombre premier. Ça veut dire qu'il n'y a aucun facteur entre les deux. Mais d'une manière générale, si on veut faire les choses d'une manière très propre, nette, il faut appliquer l'algorithme d'Euclide étendu. Ça vous permettra d'arriver à la conclusion pour dire qu'effectivement, il n'y a pas, dans ce cas-là, il est premier. Et comme dans la foulée, tu peux trouver même la clé privée. Donc, pour trouver la clé privée, en appliquant l'algorithme Euclide étendu, tu peux trouver qu'il est premier, et ensuite, ça veut dire que B2 est égal à 1, et ce qui veut dire que le nombre, l'inverse, tu vas le trouver dans B3, et dans B3, on va trouver la valeur 5, donc, ce qui permet de réaliser, je dirais, de réaliser le travail demandé, à savoir le calcul de la clé privée. Alors, le processus de décodage, tel que vous avez déjà écouté avec votre camarade, c'est le principe. Ça consiste à prendre la lettre, donc la première lettre, donc, qui est 12, et donc de lui appliquer à la puissance d, c'est-à-dire la clé privée qu'on vient de calculer. Donc, à la puissance d, modulo 35. Et donc, on utilise le processus d'exponentiation rapide, ce qui permet, la première étape, c'est de dire 5 l'exposant, tu vas le décomposer en une somme de puissance de 2. Donc 5, c'est quoi? C'est 4, qui n'est autre que la puissance 2 à la puissance 2, plus 1, qui n'est autre que 2 à la puissance 0. Et donc, tu fais le processus de calcul. Donc, pour arriver à trouver le 12 à la puissance 4, il suffit de mettre 12 à la puissance 2, tu obtiens une valeur. Et ensuite, 12 à la puissance 4, c'est quoi? Ce n'est autre que cette valeur que tu vas multiplier par 1. Parce que 12 à la puissance 4, c'est quoi? Ce n'est autre que 12 fois 12 à la puissance 2 fois 12 à la puissance 2. Donc 12 à la puissance 2, on sait que c'est modulo 35, c'est 4. Et donc, tu vas multiplier 4 fois 4. Donc, le calcul est très simple, tu trouveras 16. À partir de là, 12 à la puissance 5, c'est quoi? C'est le 12 tout court, plus, fois le 12 à la puissance 4. Et donc là, tu vas trouver les deux produits, c'est-à-dire 12 fois 16. Et donc, automatiquement, on va trouver, quand on fait le calcul, c'est 192. Et 192 modulo 35, ce n'est autre que 17. Donc, 17, quand vous voyez le tableau, ça correspond à la lettre L. Et donc, on va continuer avec, de la même manière avec tous les caractères qui existent. Donc là, le deuxième, c'est A. J'avais dit que A, c'est un truc très simple. Pourquoi? Parce que c'est 1. 1, tu l'élèves à la puissance, n'importe quelle puissance, c'est toujours 1. Donc ça donne A. M, c'est 18. Quand tu fais le calcul 18 à la puissance 5, tu vas trouver, en faisant le même procédé de calcul, c'est-à-dire tu vas calculer 18 à la puissance 2, ensuite 18 à la puissance 4, et ensuite les résultats que tu trouves, tu vas mixer ces résultats, de 12 à la puissance, 18 à la puissance 4 fois 18, et là tu trouves et réalisé pour le même élément. Et donc ça, c'est le procédé de déchiffrement, puisque tu as une lettre en chiffré, tu vas retrouver la lettre qui est en clair. Un d'entre vous qui me demande quelle est la procédure de déchiffrement, comment on fait pour le chiffrement? Le chiffrement, c'est typiquement la même chose. Pourquoi? Parce que tu prends les caractères, donc ton message,
ton message, tu vas le substituer par des chiffres, puisque chaque lettre, ça lui correspond à un chiffre. Et donc, ce chiffre-là, tu le prends et tu vas lui appliquer la méthode de RSA. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est l'opération inverse. Ça veut dire que là, implicitement, ce qu'il y a, quand on chiffre par des lettres, ça veut dire que pour nous, le bloc, c'est quoi? C'est une lettre. C'est ça ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, on va faire le même procédé pour toutes les lettres du message chiffré. Ça nous permettra effectivement d'arriver à la fin. Et donc, le message en clair, c'est quoi? La persévérance paie. Ça veut dire que quand on perd, ça c'est un peu beaucoup plus un truc de morale qui permet de dire aux gens, si vous travaillez et vous continuez à travailler, naturellement, vous allez réussir. Ça, c'est un peu le principe qui se cache derrière cette citation. Donc, ça, c'était pour le procédé de déchiffrement. Ça nous permet effectivement d'avoir le principe de déchiffrement. Alors, il restait une dernière question. C'est un peu le but de l'exercice, à vrai dire. Alors, on vous dit la dernière question. Expliquez pourquoi la méthode utilisée affaiblit RSA. C'est-à-dire qu'on avait dit que la cryptographie moderne, c'était une cryptographie qui était quelque chose qui était assez robuste, mais dans ce cas précis, ça veut dire le fait d'adopter cette stratégie, on va affaiblir RSA. Ça veut dire que RSA ne sera pas d'une grande sécurité et on peut le casser facilement. Donc, on vous demande de réfléchir comment on arrive à casser justement ce chiffre d'une manière très très simple. Oui, c'est pas si difficile que ça quand même. Il suffit de réfléchir un petit moment, vous allez voir que la solution elle est presque implicite et triviale. Ah non, je reçois une réponse en me disant P et Q ne sont pas très grands. Non, c'est pas dû à ça. Là, je vous ai donné P et Q qui sont petits, c'est juste pour faire des calculs, sans plus. Donc, pour, je dirais, la procédure, vous pouvez imaginer que P et Q sont très grands. D'ailleurs, j'allais donner des valeurs de P et Q très grands. Ensuite, ça ne vous permettra pas de pouvoir travailler rapidement et qu'on puisse échanger les résultats très rapidement. Donc, c'est dans ce sens que j'ai mis cet aspect-là. J'ai choisi des valeurs petites. Mais imaginez que les valeurs sont grandes aussi. C'est-à-dire que j'ai choisi P et Q qui sont assez grands et N et E qui peut être assez grand. Et là, on peut toujours casser ce chiffre. Donc, c'est dans cet esprit que la question est posée. C'est-à-dire, quelles que soient les valeurs, même si elles sont grandes, ça peut être aussi dans le cas, c'est vrai que c'est particulier. Je pense que je reçois une autre réponse en me disant oui, dans ce cas, parce que E égale à D, ça veut dire que je chiffre 2 fois, je trouve le résultat. C'est vrai que ça, c'est un cas particulier. Mais même dans d'autres cas où E n'est pas égal à D, je peux aussi casser le chiffre. Je pense si vous essayez d'analyser les choses un peu en profondeur, vous allez trouver qu'effectivement, on peut casser ce chiffre. Pourquoi? Parce que là, on est en train de chiffrer des lettres. Donc, l'idée, et vous allez voir que l'idée, elle est toute simple. Il suffit juste d'y réfléchir un peu, etc. Donc, si vous regardez un peu ici, dans l'énoncé, on a le code de chaque lettre. D'accord? On a aussi la clé publique, NE. Et donc, un utilisateur averti, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il va prendre l'alphabet. Il va coder toutes les lettres de l'alphabet. Donc, il va avoir un nouveau tableau. Donc, dans ce tableau, il va avoir la correspondance entre chaque caractère et quel est le caractère équivalent qui le code. Et donc, dès qu'il reçoit un message chiffré, ben, tout simplement, il va revenir à son tableau pour voir quelle est la correspondance, c'est-à-dire du clair vers le chiffré. Donc, lui, il va voir la correspondance du chiffré vers le clair. Et ça veut dire que, quel que soit le message,
Il suffit qu'il va lire son tableau dans le sens inverse et il va déchiffrer tous les messages qui existent, quelle que soit la valeur, même si la valeur de chiffrement est assez grande, etc. Et on ne sait pas décomposer, c'est-à-dire le N en P et Q pour pouvoir trouver le D, etc. Donc, même si on ne connaît pas la clé, je dirais, privée, on peut toujours casser ce chiffre, c'est-à-dire, quel que soit le message, je peux trouver le message en clair sans connaître la clé publique, la clé privée. Et donc ça, oui, je vais répéter. Essayez d'être attentif. Donc, ce que j'ai dit, ici, on a la clé publique et on a un tableau qui nous donne tous les lettres de l'alphabet avec leur code. Donc, l'idée, c'est quoi? Je prends ce tableau, je vais créer un autre tableau. C'est un tableau de correspondance. Donc, je prends le A, je vais la chiffrer. Je vais voir quelle est la lettre chiffrée correspondante à A. Et donc, je mets dans ce tableau A et je mets la lettre qui lui correspond. Ensuite, je prends B, je vais le chiffrer et je vais voir quelle est la lettre qui lui correspond. Et ainsi de suite. Je vais avoir toutes les correspondances des lettres. Donc, moralité, par la suite, quel que soit le message chiffré que je trouve, donc je vais prendre ce message chiffré caractère par caractère. Chaque caractère, je vais voir quelle est la lettre qui correspond à ce caractère. Et donc ça me permettra, grâce à ce tableau, de décoder n'importe quel message. Et donc ça, sans connaître la clé privée. C'est-à-dire que ici, j'ai pris des valeurs simples, c'était juste pour vous, qu'on puisse calculer ça d'une manière simple, mais dans d'autres cas, les chiffres peuvent être très élevés, donc ce n'est pas évident que vous puissiez décomposer. Non, ce tableau, je répète, ce tableau, tu ne le connais pas. C'est-à-dire le tableau initial, tu le connais, parce que ça, c'est la codification initiale. Mais toi, tu vas créer le tableau de chiffrement, c'est-à-dire chaque caractère, il va être chiffré par quoi? C'est ce que tu vas faire. C'est-à-dire, ça, c'est l'étape que tu vas faire. Tu vas créer un nouveau tableau. Tu mets dans la première ligne toutes les lettres. Dans la deuxième ligne, toutes les lettres correspondantes après le processus de chiffrement. Et donc ça te permettra effectivement de réaliser. La clé publique, comme son nom l'indique, elle est connue. Donc, dans tout processus de chiffrement, tu es obligé de connaître la clé publique. C'est la clé secrète que tu ne connais pas. En général, dans le cours, on avait dit la clé secrète, elle doit être gardée secrète. Donc ici, même si je ne connais pas la clé secrète, je peux décoder ce message. Donc ça, c'est le principe qui est réalisé.